Alors bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu hors série, un peu spécial de la chaîne The Flares, un podcast audio. Donc c'est Marc qui vous parle du collectif The Flares et Gaëtan est avec moi. Ouais, salut à tous. Salut Marc. Et donc on a décidé de faire ce petit podcast hors série pour parler un peu de la chaîne, des projets qu'on a, pour vous parler des projets qui vont arriver dans pas longtemps et pour parler aussi un peu de nous parce qu'on s'est rendu compte que on parlait pas, c'était pas forcément très clair de savoir qui était derrière cette chaîne là, sauf pour les personnes qui viennent du site internet et qui ont déjà feuilleté un petit peu les articles ou notamment la page à propos. Mais à part ça, pour les gens qui nous découvrent directement sur YouTube ou sur le podcast, c'est pas forcément hyper clair. On s'est rendu compte que c'était assez opaque. Voilà. Donc, déjà, on a décidé de commencer par parler de l'origine de la chaîne, pourquoi elle existe, qui on est et qu'est-ce qui nous a amené à créer le collectif The Flares en fait. Parce que c'est pas seulement une chaîne, c'est un blog, un podcast, et ce sera peut-être bien plus, on va vous en parler d'ici quelques minutes, enfin je sais pas exactement d'ici combien de temps, mais dans cet épisode en tout cas. Quelques minutes, c'est sûr. Hein. Probablement pas quelques heures, on va essayer d'éviter. Ouais, on va faire court. Alors on peut commencer déjà par notre rencontre et qui on est à la base. Je pense que c'est un bon point de départ. Et essayer de faire court quoi, aussi, à chaque fois. On s'est rencontrés donc sur les bancs de l'université, dans un cursus multimédia. Et en fait, on était tous les deux plus ou moins attirés déjà par la production du visuel, la réalisation de films. On était pas mal dans la fiction et dans les clips. On a finalement bossé ensemble sur pas mal de projets, mais d'abord à un niveau associatif. On avait une association qui s'appelait Caméra 7 d'ailleurs. Si vous voulez aller voir, il y a toujours la chaîne YouTube Caméra 7 qui est en ligne avec toutes les productions, les courts-métrages, etc. C'est une chaîne qu'on a laissé un peu à l'abandon aujourd'hui, même complètement, puisque on s'occupe exclusivement de The Flares. On s'est connus donc sur un cursus multimédia à l'université de Franche-Comté, donc à Montbéliard. Et on avait donc la passion de la production audiovisuelle en commun, mais on avait aussi un goût pour la science-fiction. Et on a d'ailleurs des influences communes, je pense, dans la science-fiction. Et en fait, on s'est posé la question de comment produire de la science-fiction, des films de science-fiction en France. Et évidemment, c'est un sujet qui est extrêmement délicat. Si vous connaissez un petit peu le circuit du cinéma français, le circuit de financement, c'est pas un circuit de financement qui favorise énormément la création de science-fiction, d'œuvres de science-fiction au cinéma, ou même à la télé. C'est un genre qui est pas trop aimé et qui fait un peu peur en fait aux producteurs, parce que ils considèrent qu'il n'y a pas forcément un bon public, et en fait toutes les tentatives qui ont été faites dans le genre science-fiction, qui sont exclusivement françaises, donc j'exclus Luc Besson puisqu'il part aussi en Amérique, j'exclus Xavier Jeance qui part aussi au Canada ou je ne sais où pour produire. Mais vraiment je parle des productions françaises. Il y a eu que des échecs jusqu'à présent et la science-fiction purement française est quand même mal vue par le public. Donc c'est encore plus difficile aujourd'hui de vendre de la SF française à un public français. Et donc nous, petite crotte de nez que nous sommes dans ce circuit énorme de financement, dans cette énorme industrie, on s'est un petit peu rendu à l'évidence que nos compétences seules ne suffisaient pas, nos compétences en production audiovisuelle, et qu'il fallait commencer par mettre en place des actions qui étaient accessibles à notre niveau. Ce qui est ressorti des actions les plus élémentaires à mettre en place, c'était de commencer à construire une communauté en ligne, et une communauté ciblée d'une certaine manière. On cherche avant tout un public qui est intéressé par les mêmes sujets que nous. Et c'est pour ça qu'on partage des questions, des problématiques et des thématiques qui nous intéressent pour justement espérer faire en sorte que ça résonne chez des gens qui sont intéressés par les mêmes choses. Je sais pas si c'est très clair, mais... Si, moi ça me paraissait clair. Hein. Ok. Et donc, en fait, on peut peut-être revenir sur notre présentation rapide. Je te laisse vite fait te présenter et présenter aussi tes influences dans la science-fiction, parce que j'imagine que la présentation, elle va être assez brève. On a déjà dit que on était deux réalisateurs finalement. Oui, voilà. Dans la production du visuel. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est nous par rapport à The Flares, comment on se positionne et quelles sont nos influences et qu'est-ce qui nous a amené vers la science-fiction. Je te laisse la parole. Ok. Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a certaines personnes qui le savent déjà, vu que j'avais fait une vidéo sur Matrix. J'avais expliqué
bah, finalement l'amour que j'ai pour ce film, puisque c'est grâce un peu à ce film que j'ai mis le pied dans le cinéma, ou en tout cas que je me suis rendu compte de la puissance que le cinéma a, et aussi la science-fiction. Donc clairement Matrix c'est l'influence majeure que j'ai vue quand j'avais 10 ans. Et ensuite je suis tombé pas mal dans les bouquins de science-fiction, donc les gros dinosaures de la science-fiction que sont Isaac Asimov, aussi Philippe K. Dick, qui parle beaucoup de monde virtuel et de perception de la réalité, donc des thématiques qui me sont chères. Euh, voilà. Sinon, en termes. Je suis en train de faire le- Voilà. J'essaie de voir. Après, il y a aussi... Non, effectivement, il y a aussi un autre auteur français qui s'appelle Bernard Werber, qui n'est pas exclusivement science-fiction, mais qui mélange beaucoup de genres. Donc, il aime bien dire qu'il fait de la philo-fiction, finalement, la philosophie-fiction, et c'est un terme intéressant, je trouve. Il y a aussi beaucoup d'influences à retrouver chez Werber. Euh, Et donc voilà, après j'ai toujours aimé raconter des histoires, je l'ai fait majoritairement sous forme de court-métrage, et plus récemment, euh, grâce aussi à The Flares avec le blog, à écrire des petites histoires de science-fiction, des petites nouvelles, et s'essayer comme ça à l'écriture plus romancée, ce qui est un exercice assez intéressant. Et voilà, je crois que ça me... un bon petit tour d'horizon de mon passé et d'où j'en suis aujourd'hui. Bah pour ma part, en fait, c'est pas forcément Matrix qui m'a mis le pied dans le cinéma, ni dans la SF. Moi, je garde quand même un souvenir assez tenace du premier Alien, qui pour moi m'a juste transcendé en fait. Mhm. C'était un presque trauma en fait, parce que je l'ai découvert assez jeune. Ah Et, ouais. et, euh, et en fait, c'est resté pour moi disons le socle en fait de la SF. Et après, il y a eu Matrix, mais j'ai découvert un peu plus tard. Du coup, ça n'a pas forcément résonné de la même manière. Parce que forcément, plus t'es jeune et plus ça résonne. Et, euh, et ça a été plus conscientisé comme expérience, on va dire. Bon, après, bien sûr, j'imagine que comme toi, il y a eu E.T., tout le cinéma de Spielberg, tu vois, Ouais, on peut parler effectivement, de Spielberg, Jurassic Park, tout ça. oui, là, il faut... Voilà. On peut pas non plus citer toutes les références, il y en a beaucoup. Pour moi, c'est Alien, Matrix et L'Armée des 12 singes aussi qui reste pour moi un masterpiece, quoi. C'est vraiment... J'adore ce film. Mhm. Et, euh, et après, bah, parmi les livres, bien sûr les grosses références, les Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, 1984, tout ça c'est des livres qui m'ont quand même transporté. Mais j'ai quand même une petite affinité avec Asimov. Et je sais pas trop pourquoi, j'ai déjà réfléchi, mais je pense que j'aime bien sa manière de développer ces thèmes dans ses histoires, et je trouve toujours son écriture assez fluide, un peu comme Spielberg dans sa mise en scène. Et voilà. Ouais, il y avait Asimov, et alors Bernard Werber, pour y revenir, moi j'ai pas eu l'affinité que tu as avec Bernard Werber, parce que j'ai découvert en fait beaucoup plus tard, et l'œuvre qui m'a fait découvrir Bernard Werber, en fait si tu veux, j'ai d'abord découvert Les Fourmis, le premier Fourmis, parce qu'on m'avait imposé à l'école, et c'est le seul livre que j'ai aimé lire, parmi tous les livres qu'on m'a imposés à l'école. D'ailleurs, je me souviens cette année-là, l'année où on m'a demandé de lire Les Fourmis, on m'a demandé de lire Thérèse Raquin, donc truc dépression après. Vraiment. Et voilà. Et après, dans les bandes dessinées, il y a de temps en temps des œuvres SF qui me touchent, ouais, du genre Lupus, que je conseille à tout le monde, qui pour moi est une super œuvre SF, c'est juste 4 tomes, ça se lit vraiment très facilement et c'est super. J'adore le dessin, l'histoire et tout, c'est génial, je trouve. Mhm. Moi, je connais pas. Et Sillage aussi, bon, Sillage, je pense que tout le monde connaît, mais je trouve que c'est inégal, quoi, c'est assez feuilletonnant et c'est relativement inégal. Voilà. Voilà pour le bilan. Après, pour ce qui est de raconter des histoires, bah, c'est pareil. En fait, j'ai eu deux phases. J'ai eu, enfin, plusieurs phases pendant mon enfance. Si tu veux, j'ai eu une caméra à 14 ans, je crois, un truc comme ça. J'ai commencé à filmer genre de manière expérimentale. Je faisais des petits montages qui racontaient pas grand-chose. Et en parallèle, je commençais à écrire des histoires, mais qui restaient au stade d'écrit. Et à un moment donné, les deux se sont rejoints. Et puis, je me suis dit bon, bah, c'est parti. Hein. Ouais, Voilà. J'ai fait long. ok. Non, mais non, c'est bien. Au moins, on a une compréhension accrue. Ouais. Et puis, bah, je pense qu'on peut passer à la suite déjà. Ouais, C'est, second point. donc dans la suite de cet épisode, on va vous parler de l'avenir de la chaîne. Donc l'avenir de la chaîne, en fait, on y réfléchit pas mal et c'est en fait, même si de l'extérieur vous voyez quelque chose de très comment dire, de l'extérieur on peut avoir l'impression que la chaîne sait exactement où elle va, mais en réalité, nous on réfléchit continuellement. C'est quelque chose de très organique.
et on réfléchit à comment faire évoluer l'ensemble et quelles sont les voies possibles d'évolution. Et là, pour l'instant, on part sur la production on continue sur la production de mini-documentaires, on va dire, peut-être des formats plus longs par la suite, mais on essaie de rester quand même sur des formats assez courts pour le moment, parce que ça coûte quand même en termes de production. Et donc il y a ça, il y a les podcasts, et il y a aussi les chroniques de demain, Chronicle of Tomorrow, qui sont en fait des contenus originaux. Et je le précise ici, parce que on a eu des commentaires de gens qui pensaient que c'était des courts-métrages de fiction, donc qui étaient récupérés de d'autres chaînes ou d'autres productions, et qui étaient mis sur la chaîne comme ça, pour, je sais pas, pour le plaisir, pour le fun, j'en sais rien. Et en réalité, non, c'est bien des contenus originaux, et là-dessus, sur ce point précis, on se positionne presque comme Netflix, c'est-à-dire qu'on voudrait produire nos propres contenus, nos propres fictions, et aussi nos propres documentaires à long terme, de manière indépendante ou en partenariat aussi avec des sociétés de production, distribution, hein, pourquoi pas, on n'est pas contre. Mhm. On précise quand même que c'est bien des contenus originaux qui sont produits par nos soins, et quand je dis par nos soins, c'est pas forcément par nous deux exclusivement, ça peut être aussi par d'autres réalisateurs, mais dans tous les cas, c'est toujours supervisé par The Flares. C'est pas des projets qui sont produits ailleurs et qu'on récupère par la suite. On n'est pas une société de distribution, on est avant tout un organisme de production. Alors, je parle d'organisme, on n'est pas non plus 10 000. Mais on se positionne comme ça en tout cas. On se positionne plus comme une prod que comme une plateforme de distribution uniquement. Voilà, le terme contenu original, c'est vraiment, ça veut dire que tous les chroniques de demain, tous les épisodes ont été faits. Il y a au moins un de nous deux qui était sur le tournage ou qui a écrit le scénario, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc c'est soit réalisé, soit monté, soit écrit par un de nous deux. En collaboration avec d'autres acteurs, évidemment, hein, d'autres membres de l'équipe et tout ça. On a beaucoup de collaborateurs qui nous suivent depuis longtemps et on leur fait coucou d'ailleurs s'ils nous écoutent. Salut. Hello, man. My man. La team The Flares. Voilà. Ouais. Espérons grandir. Ouais. Non, voilà, on le précise, on insiste vraiment là-dessus parce que on a trouvé ça vraiment dommage de voir des commentaires de gens qui pensaient que c'était un contenu extérieur récupéré ailleurs. Non, en fait, pas du tout. On a pour vocation en fait de vous proposer à chaque fois en fait, l'idée de cette série-là, c'est de vous proposer à chaque fois une histoire différente, un concept différent, avec des problématiques et des questions sur l'avenir qui sont différentes, pour voir grosso modo quel épisode, au singulier ou au pluriel, touche le plus et plaît le plus, en fait, ou plaise le plus. Voilà, exactement. Mais je pense aussi qu'il y a une confusion qui a peut-être été faite par rapport à la langue, parce qu'il y a des épisodes en français et d'autres en anglais, donc peut-être que certaines personnes pensaient que ceux qui étaient en anglais n'avaient pas pu être faits par nous, évidemment. Mais en fait non, parce que voilà, il y en a qui ont été faits en Nouvelle-Zélande et en Australie, puisque j'étais personnellement en voyage là-bas, et d'autres qui ont été faits en langue anglaise parce que on a aussi l'envie de toucher un public plus large, et on a des connaissances à l'international qui... Voilà, c'est toujours plus intéressant. La langue internationale, c'est l'anglais, donc voilà, ça peut être aussi une piste à explorer. Oui, ça c'est le prochain film, ils seront en chinois, je pense. On fera des films en chinois. Des fois, il y a ça aussi certains qui n'ont pas de dialogue du tout. Ça, c'est encore mieux. Non, mais c'est vrai que c'est important de préciser que parce que le circuit de financement actuel dans le cadre du cinéma français uniquement ou de la production audiovisuelle française n'est pas forcément accueillant pour les œuvres SF, nous on a aussi l'intention délibérée de viser l'international directement. Parce que forcément, un film, en fait, sur le marché anglophone, anglo-saxon, il faut comprendre qu'il y a des prods qui sont faites avec très très peu d'argent, qui n'ont quasiment pas de visibilité, mais qui sont, qui parce qu'elles sont faites sur le marché anglo-saxon et parce qu'elles sont, appréciables par le marché anglophone, peuvent rencontrer un succès financier, enfin une réussite financière ou une rentabilité, une profitabilité derrière. C'est la loi du marché en fait, hein, tout simplement. C'est ça quoi. Après, je sais pas si c'est clair, hein, mais en gros, voilà, vaut mieux faire une petite œuvre qui est pas forcément connue de tout le monde, mais qui parce qu'elle est sur et parce qu'elle touche un public beaucoup plus large, peut atteindre plus facilement une viabilité financière, une viabilité économique, c'est ça.
Exactement, oui. Parce qu'il faut aussi préciser que pour l'instant, hein, en tout cas, les épisodes des Chroniques de demain ont été autoproduites, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas de moyens financiers, Mm. on n'a pas de support financier, donc on tourne avec notre propre matériel, nos propres ressources, on ne paye jamais l'équipe. Donc c'est plus, voilà, on a tous une passion commune de faire des films, on les fait. Hein, c'est un peu comme disait Godard, si tu veux faire des films, prends une caméra et va faire un film. C'est un peu ce qu'on fait. Maintenant, évidemment, on a aussi l'envie de pouvoir en vivre. Euh, donc voilà, faut forcément trouver une solution pour que l'aspect financier et l'aspect passion puissent coexister en même temps, quoi. C'est ça, exactement. C'était beau, hein, ce que je viens de dire. Ouais, mettez une petite musique si tu veux. Ouais, ouais. C'était le discours que Bienvenue que à j'ai Jurassic répété. Park. Bon, je pense qu'on a fini la parenthèse sur les chroniques de demain. Ouais. On peut peut-être passer à la suite des contenus, enfin de l'avenir de la chaîne. Là, on vous prépare un truc. On vous dit pas ce que c'est pour l'instant. On fait un petit teasing. Mais on vous dit seulement une chose, c'est que ce truc-là, il sera entièrement offert à tous les donneurs ceux qui donnent sur le site ou qui se donnent sur Tipeee. Ce sera un cadeau, voilà, pour toutes les personnes qui donnent sur Tipeee. Au moment de sa sortie, on l'offrira à toutes les personnes qui sont inscrites en tant que donneurs ou tipeurs. Oui, donc je précise que je parle de Tipeee et de donateurs sur le site. En fait, Tipeee c'est peut-être clair pour tout le monde, mais pas forcément le côté donateur sur le site. Vous pouvez en fait donner soit sur Tipeee, le site officiel que vous connaissez certainement, soit directement sur le site The Flares. Donc pour ça, vous allez sur the-flares.com. Vous avez dans la sidebar, enfin dans la barre latérale du site, un visuel avec un recueil de nouvelles, de 6 nouvelles de science-fiction, et vous pouvez télécharger ce recueil-là. Et on vous propose de donner en même temps, si vous le souhaitez, hein, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez télécharger le recueil de nouvelles gratuitement. Il faut préciser aussi que ces nouvelles-là, elles sont écrites par 6 auteurs différents, donc bien entendu il y a nous deux, mais il n'y a pas que nous deux. Il y a aussi Justine Paléo, qui a déjà partagé ses idées sur le site The Flares et ses histoires. Il y a Stéphane Charmoyot, il y a Thomas Linard et David Vega, qui ont proposé donc chacun une nouvelle. Et on les a mis dans un recueil de 6 nouvelles qui s'appelle L'avenir nous appartient. Voilà. Alors c'est possible qu'il y ait d'autres éditions de ce type de recueil-là, on verra après. On s'avance pas trop là-dessus, on verra comment ça évolue, et si ça plaît aux gens. Voilà. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est précisé. Maintenant, en parlant de Tipeee, on nous a fait aussi, on nous a demandé, pourquoi on n'utilisait pas Utip, qui est une plateforme qui ressemble à la plateforme Tipeee, mais qui permet de rémunérer les créateurs par la publicité. En fait, le principe, pour résumer rapidement, il est assez simple. En gros, vous, en tant que spectateur, vous pouvez choisir de regarder une ou deux publicités pour rémunérer un créateur, au lieu de lui donner directement votre argent. Alors, nous, de notre côté, on n'aime pas trop ce principe-là. On préfère que vous donniez directement votre argent plutôt que vous donniez votre attention et votre temps pour des produits qu'on n'a pas forcément cautionnés. Je pense que c'est assez bien résumé, en fait. Ouais, c'est vrai, finalement, bon, c'est clair qu'on est déjà sous une montagne de publicité au quotidien, donc il y a un côté un peu malsain, enfin, je trouve personnellement, d'aller voir une vidéo qui va financer quelqu'un, donc je sais pas, il y a... Surtout, à la limite, si on pouvait choisir les produits, tu vois, si on pouvait dire, tiens, on aime ce produit-là parce qu'il est, je sais pas, il y a un aspect intéressant, ou on l'utilise nous-mêmes, donc on peut le mettre en avant. On n'aurait rien contre du sponsoring à la limite, si on peut choisir le produit qu'on veut sponsoriser, mais mais regarder des vidéos un petit peu lambda ou aléatoires pour être rémunéré. En plus, je sais pas si c'est vraiment bien rémunéré. Enfin, c'est pour gagner quelques centimes. Enfin bref, Ouais, je pense que nous on a plus, on s'y retrouve plus à la limite, et c'est plus gratifiant de pouvoir être directement financé par la communauté en fonction de ce qu'elle regarde. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers la production de longs formats qu'on vend, payant. Voilà, payant, des formats payants, longs, donc format documentaire classique, on va dire, d'une 50aine de minutes. Alors la raison déjà, c'est que ça demande beaucoup de temps pour produire, donc il faut bien qu'on s'y retrouve aussi, hein. Et pour vous, ben voilà, vous avez un contenu qui, je l'espère, est enrichissant et suffisamment long et intéressant, qui justifie un achat. Et à côté de ça, on continue évidemment à produire des formats plus courts, gratuits sur YouTube. Le podcast il reste gratuit aussi, et même les chroniques de demain. Alors,
peut-être que voilà, on va continuer à faire des longs formats par la suite. Je ne sais pas combien on peut en faire par an, mais on verra bien. Mais en tout cas, Mm. c'est une méthode de financement qui nous paraît plus cohérente avec nous-mêmes. Bah, ouais, plus juste déjà, même par rapport à vous en fait, parce que bon, vous vendre la dernière pub pour le déodorant, tout ça, enfin, ça nous intéresse pas du tout. On préfère directement vous vendre ce qui vous intéresse parce que vous êtes là pour parce que les sujets de la science-fiction, de l'avenir du monde vous intéressent. Bah ok, on préfère vous vendre un contenu premium, un contenu beaucoup plus travaillé, mais que ça soit directement en rapport avec ce qu'on vous propose déjà gratuitement, et pas un truc complètement aux antipodes enfin je sais pas, si par exemple on fait une vidéo sur l'avenir écologique de la planète et que derrière il y a une pub pour un déodorant dans une bouteille en propane, là, tu vois, c'est Ouais, un peu, c'est pas trop cohérent quoi. c'est ça. Donc ouais, donc on cherche d'autres alternatives et en fait on est à la recherche d'un équilibre bien entendu financier. Ouais, c'est comme tu disais à un moment donné, sur Internet, on est habitué à trouver du contenu gratuit, hein. Internet, finalement, tout ce qui est numérisé aujourd'hui peut être trouvé gratuitement, hein. Même Mm. ce qui est supposé être payant, on sait très bien que c'est téléchargé illégalement. On peut tout trouver C'est aujourd'hui ça. quasiment Mm. sur Internet gratuitement. Donc il y a une sorte d'habitude qui se crée, mais il faut savoir que c'est faux parce que rien n'est vraiment gratuit. Il y a forcément du travail derrière, du temps Mm. de dépenser. Donc Et je pense que voilà. si on devait catégoriser aussi en fonction des types de contenus qu'on propose, la fiction serait tout en haut de la pyramide. C'est-à-dire que c'est le plus cher à produire, en théorie. Mhm. Donc on essaie de partir du plus bas de la pyramide, moins cher à produire pour vous le proposer déjà gratuitement, et ensuite proposer du contenu premium un peu plus poussé, mais toujours en bas de la pyramide, et ainsi de suite, monter les étages comme ça jusqu'à. Enfin, ça, c'est ce qui nous semble le plus approprié en tout cas. Voilà. Ouais. Et après, alors bien entendu, il va y avoir des expérimentations sur que ce soit sur les types de contenus à proposer en format payant ou même sur les prix. Vous affolez pas, en fait, on le prend pas personnellement si vous vous dites que d'un coup ça devient trop cher. C'est juste qu'on teste ou que ça devient aussi peu cher pour du contenu, enfin que ça vous paraît anormal pour une proposition de valeur qui vous paraît énorme. Enfin voilà, il faut expérimenter. Je pense qu'on est sur un terrain qui est pas encore trop défriché et, euh, et voilà, on est un peu, on n'est pas non plus les premiers sur la place, hein, mais je pense que chaque créateur de contenu aujourd'hui sur Internet est un peu en train de chercher son chemin, où il l'a trouvé, mais ça peut encore évoluer. Voilà. Oui, ouais, effectivement, vu la nature, je dirais, changeante de la plateforme YouTube déjà, et puis même de la sphère Internet en général, Mm. même ceux qui ont un modèle qui fonctionne aujourd'hui, qui dégage des revenus suffisants pour ne faire que ça, c'est pas dit que dans 5 ans ça marche encore, parce qu'il y a voilà, les algorithmes Google changent, les lois aussi changent, peut-être qu'il y aura des nouvelles propositions, des nouveaux acteurs sur le marché, enfin, c'est difficile de prévoir, Mm. parce que ça évolue vraiment vite, donc... c'est pour ça aussi qu'on essaie de faire passer beaucoup de choses à travers le site, puisqu'on a un contrôle directement sur le site, plutôt que de passer par exemple, un fournisseur de VOD, comme, je sais pas moi, c'est quoi le truc le plus connu en VOD Bah, là? Ustream, je crois. Ouais, ou ah Vimeo. non, tu veux dire ouais vraiment, parce que Vimeo tu peux héberger tes vidéos et contrôler quand même plus ou moins ce que tu fais. Enfin, on essaye de tout ramener vers quelque chose enfin une structure technique qu'on puisse maîtriser quand même un minimum, parce que YouTube, bon, ça reste YouTube, hein, on n'est pas chez nous. On a quand même ça à l'esprit. Si Mhm. demain Google décide de saquer la chaîne, on n'a rien à dire, quoi. En général, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, Exactement. c'est aussi pour ça qu'on invite les gens à aller sur le site, et sur le site on les invite à s'inscrire à la newsletter. Parce que ça nous permet d'avoir toujours au moins les emails des personnes qui sont vraiment intéressées pour les recontacter au cas où il y a vraiment un pépin, au cas où il y a quelque chose qui va pas sur la chaîne YouTube, j'en sais rien, sur les réseaux sociaux, peu importe, mais en dehors du site. Voilà. Mhm. Euh, voilà. Donc inscrivez-vous. Un newsletter. C'est ça. Voilà, si vous aimez ce qu'on fait en général, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, parce que rien ne marche mieux que le bouche-oreille, hein, j'ai remarqué en tout cas. Mm. Voilà, faire passer le côté partager l'information, ça permet de générer une suite d'événements qui est favorable. Parce que plus on a évidemment d'abonnés et plus on a de fans, entre guillemets, enfin j'aime Ouais, pas trop ouais. utiliser ce mot, Enfin, mais... Ouais, c'est pas vraiment des fans, parce que fan c'est une appellation de Facebook en gros, ouais. Plus on a en fait de c'est plutôt personnes, des audiences, des gens qualifiés dans ce qu'on fait, quoi. Enfin, intéressés par ce voilà, qu'on fait. Ouais.
Exactement. Plus on a une audience qui sera élevée, plus nous, on peut par la suite proposer des contenus de meilleure qualité, puisque Mhm. ça va de pair, quoi. Et aussi acquérir une indépendance plus grande vis-à-vis des contraintes de tous les jours, parce que bon, Mhm. faut bien vivre. Ouais, c'est ça. En fait, on essaie d'atteindre le point de bascule qui nous permet de passer vraiment à 100% sur ce projet, quoi, tout simplement. Mhm. Ouais. Ouais, pour faire un petit résumé sur son propos aujourd'hui, donc sur le site, non, sur la chaîne YouTube, on a donc des documentaires de moins de 30 minutes en général. Moi, je crois qu'il n'y en a aucun qui fait plus de 30 minutes. Je crois pas, non. Ou Donc, peut-être en deux parties. voilà, Ouais, enfin bref, non. Non, je pense pas. ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, d'une manière générale, ça parle de l'avenir, hein, nous, on est là pour éclairer notre chemin vers l'avenir. On a aussi une autre catégorie qui est plus sur de l'analyse de films et d'œuvres de science-fiction. Euh, on a un autre type de contenu qui est plus proche de la fiction qui s'appelle Message du futur, où là on imagine des scènes qui pourraient se dérouler dans le futur sans en tourner, évidemment, sans faire un court métrage, mais juste plus avec un format audio et un montage vidéo. Et encore une fois, je reviens sur le principe de la pyramide. Si on prend juste la fiction, les messages du futur, c'est le bas de la pyramide de la fiction, en gros. C'est ce qui Exactement. coûte le moins cher à produire et qui peut potentiellement apporter, je sais pas moi, la valeur, questionner sur des problématiques d'aujourd'hui et de demain. Ouf, c'est beau. Encore une petite Ouais, ouais, musique. exactement. Bienvenue à Jurassic Park. Et nous, ça nous permet aussi de toujours satisfaire notre besoin de raconter des histoires, puisque c'est frustrant finalement de pouvoir de décrire quelque chose, d'avoir des idées très visuelles en tête et de pas pouvoir le faire puisque ça coûte très très cher. Donc voilà, ça nous permet de faire raconter des histoires qui se passent en 2080 et de pas avoir à se soucier de comment le tourner. On se contente de le réciter et de faire un petit montage, et ça peut être fun. Ouais, puis juste le dernier type de contenu, alors sur la chaîne, c'est les podcasts qui sont aussi accessibles sur votre téléphone avec une iTunes ou Podcast Addict ou d'autres fournisseurs de podcasts. Et il suffit de taper The Flares dans le moteur de recherche. Et sur le site, on a des formats écrits, des articles, des nouvelles de science-fiction et aussi les longs formats qui sont payants, comme on l'a dit, qui sont plutôt proches du documentaire, 50 minutes. Et on fera peut-être d'autres expérimentations sur des formats payants, comme tu as dit. Ouais. Peut-être des formats plus de type série, de documentaires, ou avec une thématique globale et plusieurs petits chapitres comme ça. On verra. Après, on garde à l'esprit que même pour de la fiction, on essaie enfin, je pense qu'on est d'accord sur ce point, mais on essaie quand même de pas faire de la fiction uniquement pour se faire plaisir, mais avant tout pour que l'histoire puisse résonner dans la société d'aujourd'hui au maximum par rapport aux problématiques qui se posent, les problématiques qui concernent l'avenir du monde, quoi. Ouais, on a toujours cette approche d'essayer de voir ce que le futur pourrait être à travers différents scénarios. Et c'est juste une question finalement d'avoir une sorte de guide sur ce qui pourrait arriver. Alors, on sait jamais, et prédire le futur, c'est pas possible. C'est très rare que quelqu'un arrive à prédire le futur Avec précision. avec précision. Si ce n'est peut-être Ray Kurzweil qui est assez fort là-dessus, mais Ouais. petite parenthèse, mais oui. Donc nous, on essaie juste, et à travers la fiction, ça aussi c'est bien, c'est que la fiction permet de s'évader dans l'imaginaire aussi, d'aller plus loin que ce qui est peut-être scientifiquement plausible ou voilà, juste écarter un peu des sentiers tracés aujourd'hui, parce que ce qu'on sait aujourd'hui du monde peut être très différent demain. Euh, Bah, ça peut changer L'évolution du des tout au tout, technologies, en tout cas. c'est ça, c'est très difficile de savoir. Aujourd'hui, notre monde, il est extrêmement différent du Moyen Âge, et probablement aucune personne du Moyen Âge avait la capacité cognitive de prévoir le monde du 21e siècle. C'est un monde complètement étranger. Ouais, clairement. C'est même, en fait, il y avait même plus de chances de le prédire avec l'imagination qu'avec l'intelligence, en fait. Ouais. Bah, c'est Einstein qui disait un truc comme ça, hein. L'intelligence, c'est plus du domaine de l'imagination que de la connaissance. Ouais. Parce qu'il était vachement connu pour faire des expériences de pensée afin de s'extraire du système qu'il essayait d'étudier. C'est pour ça qu'il a développé des théories hyper contre-intuitives sur la gravité, la relativité générale, le fait que, tu vois, quand tu te déplaces plus vite, le temps passe différent. C'est extrêmement contre-intuitif, parce qu'on n'expérience pas nous-mêmes. Bon bref. Non, mais c'est vrai, part sur des questions. c'est aussi le propos de toute cette chaîne, c'est que on essaie de baigner à la fois dans l'analyse, mais aussi dans l'imaginaire, et d'allier les deux pour peut-être optimiser les chances de trouver enfin,
les vrais risques de l'avenir, mais au final, il y a tellement de facteurs aujourd'hui, partout, voilà, c'est que c'est difficile. C'est très difficile, très compliqué C'est très difficile. de voir d'où le risque peut venir réellement, ou de voir d'où les opportunités peuvent venir. On peut pas juste se baser sur ce qu'on connaît, parce qu'en plus on a un passif, on a tendance à se reposer sur ce qui s'est passé avant, sauf qu'on peut pas juste extrapoler le passé en se disant, tu vois, en traçant une ligne, en se disant bon bah alors on va vers là, c'est bien. Non, en fait là il y a 20 000 lignes partout, qui partent dans tous les sens, et il y en a une qui s'en dégage mais on la voit pas. C'est ça en gros. Il y a une métaphore assez intéressante, c'est celle d'un arbre finalement, où chaque branche crée des subdivisions, donc il y a quelque chose de très fractal, et c'est un peu ça finalement le futur, c'est que on peut prendre une branche, par exemple, on se dit tiens, si une branche qu'on nomme génie génétique, donc qui est associée à une technologie, elle peut créer peut-être 10 subdivisions qui peuvent créer 10 sociétés différentes en fonction de leur utilisation, et il y a forcément des extrêmes, hein, et les extrêmes sont rarement atteints, mais voilà, il y a une sorte de zone grise où on essaie de trouver qu'est-ce qui pourrait se passer. C'est toujours intéressant, ça fait du bien, ça fait travailler le cerveau. Et si on se base sur le principe de la physique quantique, on peut imaginer aussi que c'est pas l'une ou l'autre branche, mais toutes en fait. Et c'est là que ça devient vrai, fou, hein. parce que c'est... Ouais. On rentre sur l'interprétation des mondes multiples. Et Non, mais même sans parler de monde parallèle, juste être dans un état ou un autre, mais aussi dans deux états en même temps. C'est souvent, en fait, la réponse, je trouve qu'elle est souvent dans le et pas dans le ou. Sauf qu'elle est quelque part où c'est difficile à... Enfin, c'est difficile à percevoir, en fait. Je sais pas si c'est très abstrait ce que je dis, mais si aujourd'hui on part sur une catastrophe écologique et en même temps une autre branche où on se dit que la politique va se dissoudre et laisser place, par exemple, à une technocratie. On a fait un podcast là-dessus. En fait, c'est peut-être un truc quelque part entre les deux. En fait, on va vers une catastrophe écologique et vers une technocratie. Et entre les deux, on a vraiment ce qui va se passer. Sauf que c'est tellement complexe de savoir ce qui va se passer réellement que voilà, il faut poser des questions, quoi. Exactement. Si on n'a pas de réponse, on a des questions. Et souvent, en fait, il y a quand même un élément du futur qui est assez prédictible. C'est la technologie, parce que il y a certaines, surtout depuis l'évolution de l'informatique, on a certaines courbes qui sont cohérentes et qui nous renseignent sur l'évolution des technologies, notamment la loi de Moore, et donc la loi... les courbes exponentielles comme ça, on en trouve plein dans plusieurs domaines. Donc on peut se dire que si on se place en 2030, par exemple c'est Ray Kurzweil, encore une fois pour le nommer, qui disait qu'en 2029, si on suit les courbes exponentielles, on aura la première intelligence artificielle générale, donc qui a de niveau humain, donc en 2029, donc dans 10 ans. Hein, et il aura raison ou pas, je sais pas, mais en tout cas pour l'instant tout ce qu'il a prédit est arrivé. Par contre, ce qui est très difficile à prédire, c'est les implications sociales généralement. Voilà, on pouvait prédire peut-être l'arrivée d'Internet, mais on ne pouvait pas prédire ce que ça allait faire dans les relations, dans les interactions humaines. On ne pouvait pas prédire l'émergence de tous les réseaux sociaux, on ne pouvait pas prédire je sais pas moi, les sites de rencontres en ligne par exemple, des trucs comme ça, quoi. On peut prédire peut-être l'arrivée d'une technologie à un certain moment donné dans le temps, mais pas ce que ça peut évoluer, comment ça peut changer la société en profondeur, et encore plus lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. D'une manière générale, toutes les technologies du 21e siècle qui vont arriver là sont totalement disruptives. Ça se dit disruptive? Ouais, voilà. Donc, et donc par définition, on ne peut pas savoir ce qui va arriver, puisque ça a le potentiel de chambouler complètement les instances acquises depuis des siècles. Et donc, ça va chier. Voilà. Fin du podcast, merci, au revoir. Bon courage les gens. On prend la retraite. Montagne russe. Non, mais en fait, on peut peut-être conclure le podcast par le dernier point qu'on avait envie d'aborder, c'est de laisser la parole, de laisser la parole, de vous laisser la parole, à vous qui nous écoutez, ou qui nous regardez régulièrement. Si vous nous écoutez toujours. Si vous nous écoutez toujours. Donc toi qui nous écoutes. Ouais. En fait, on voulait vous proposer de poser vos questions en commentaire sous cet épisode-là, pour y répondre dans un prochain épisode spécial FAQ, comme beaucoup de youtubeurs font, et comme beaucoup de podcasteurs le font également. Une foire aux questions, voilà. Vous posez vos questions, soit sur le sujet de la chaîne, sur nous aussi, ça peut être, voilà, sur un peu ce que vous voulez.
Alors on garantit pas qu'on va répondre à toutes les questions, évidemment, parce qu'on va quand même effectuer un filtre, hein, s'il y a vraiment des questions un peu bizarres ou je sais pas, on expérimente hein, sur ce point. Voilà, ouais. Et on précise qu'on y répondra à travers un podcast aussi, hein, donc on aura vraiment la possibilité de... Puisque le format écrit est très... surtout par rapport au... que ce soit un chat ou un mail ou des commentaires sur une vidéo, c'est compliqué d'élaborer et voilà, d'avoir une argumentation solide sans y passer beaucoup de temps. Alors que la conversation et le format oral est beaucoup plus simple, beaucoup plus spontané aussi, donc on pourra entrer peut-être plus en profondeur aussi sur vos questions. Et... Voilà, ouais. Donc, voilà. Puis je pense que à la base l'idée c'était aussi que ce soit sympa, parce que c'est vrai qu'à l'écrit ça fait très réponse froide, souvent courte. Il n'y a pas vraiment d'interaction. Là, si on est deux à répondre aux questions, on peut éventuellement discuter dessus et approfondir un peu chaque question. Voilà. Après, si vraiment il y a beaucoup de questions, on fera aussi peut-être 2 épisodes. Hein, si vraiment ou plusieurs. Oui. Voilà. Et je tiens quand même à préciser un truc, c'est que il n'y a aucun de nous deux qui est vraiment un expert dans quelque chose qui concerne finalement les sujets dont on parle. On n'est pas des programmeurs informatiques qui travaillent sur l'intelligence artificielle, on n'est pas des généticiens qui manipulent l'ADN. On aimerait pouvoir interviewer des gens qui sont qualifiés. D'ailleurs, si parmi vous connaissez ou vous êtes vous-même des scientifiques ou des personnes qui travaillent au quotidien dans des domaines high-tech, comme on dit, ou même dans l'environnement, dans le social, où vous avez quelque chose en fait que vous pouvez apporter, vous pensez pouvoir apporter à la chaîne, on serait ravis de pouvoir faire peut-être un podcast avec vous. Ce serait aussi un truc à c'est clair, explorer. si vous avez des gens à nous proposer que vous connaissez ou même vous-même qui êtes dans un domaine en particulier et que vous êtes expert dans ce domaine-là. Alors ça peut être, tu parles de domaine scientifique, mais je pense que ça peut même s'étendre à d'autres domaines qui sont forcément touchés par l'innovation, parce qu'aujourd'hui l'innovation elle touche tout. Donc ça peut être un domaine vraiment extrêmement simple, pas forcément un domaine dans lequel on peut se dire que l'innovation technologique aura une présence importante, et pourtant, je crois que dans un podcast on avait pris l'exemple de la cuisine. Je pense, ouais. C'est vrai que c'est... Bah voilà, si vous êtes chef cuistot ou que vous connaissez quelqu'un qui fait ce métier-là par exemple, et qui a une vraie vision précise de son métier au quotidien, ça peut être intéressant de savoir quelles sont les innovations que cette personne attend, par exemple, quels sont les risques qu'il entrevoit à l'avenir. Ce genre de choses, voilà. C'est l'exemple de la cuisine, mais c'est juste pour dire que on prend tout ce qui peut faire office d'expertise par rapport à l'avenir du monde. Voilà, c'est ça. Je sais pas si c'est voilà, clair, exactement. Et on aimerait proposer des interviews, alors soit sous forme de podcast, soit filmées, et qu'on pourrait mettre sur la chaîne. Donc on verra ça. Après, je sais qu'il y a, alors que ce soit... il y a beaucoup de personnes qui sont quand même pas forcément à l'aise devant une caméra. Donc l'interview audio, ça peut aussi détendre. Hein. On veut pas imposer une interview filmée face caméra. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, on peut s'en tenir à l'audio, ça va très bien. Hein. C'est tout à fait honorable. Exactement. Voilà, salut, au revoir. L'avenir est une nuit noire dans laquelle... c'est ça, hein, on est bon. Hein. Non, mais on vous dit à très vite dans un prochain épisode, dans une prochaine vidéo, dans un prochain podcast. Et donc... dans une prochaine vie, hein. On se retrouve en 2029 pour l'intelligence artificielle, voilà. Voilà, on interviewera. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, surtout en dessous de cet épisode-là, parce que... Voilà, pas n'importe où. Hein. On regardera pas si vous posez les questions ailleurs. Si vous les posez, vous pouvez les poser soit sur le site, directement en commentaire, soit de préférence en dessous de la vidéo YouTube, c'est parfait. Voilà. Ouais. C'est l'idéal. Et il y a un petit pouce j'aime, parce qu'il paraît, alors je sais pas si c'est vrai, mais il paraît que plus il y a des pouces j'aime sur une vidéo, plus l'algorithme de Google le recommande à d'autres personnes. C'est tout à fait vrai. Ouais. C'est vrai ça. Ouais, tu vois. Donc il faudrait qu'on soit copain avec l'algorithme de Google, donc plus on a de pouces bleus, pouces bleus, j'imagine que c'est comme ça que ça se dit. Pouces vers le haut. Pouces vers le haut, plus on sera visible dans cette grande océan qu'est YouTube. Mettez des pouces bleus, ouais. Créez-vous 25 comptes, mettez 25 pouces bleus. Grave. Demandez à votre grand-mère de mettre des pouces bleus. Dites à tout le monde. Tout le monde.
ramenez tous les gens de votre ville, allez voir dans la mairie s'il y a des gens. Il y a aussi un point juste pour préciser aux gens qui ont à chaque fois qu'ils mettent des commentaires donc sur les vidéos, on les regarde. Hein, on n'a pas forcément le temps d'y répondre parce que effectivement si on se lève le matin et qu'on voit 10 commentaires, s'il faut y répondre de manière argumentée et en complexe, ça va prendre du temps, donc on peut pas trop se le permettre. Mais on les regarde et on est toujours ravis quand ça vous plaît. Et quand vous n'êtes pas content, on prend aussi en compte vos feedbacks, notamment sur les premières vidéos. De mon côté, il y avait beaucoup de soucis en termes de qualité audio. Donc là, j'ai investi dans un petit micro un peu mieux. Je pense que ça doit se sentir. Sinon, on prend en compte les avis de la communauté. Si vous avez aussi envie de voir un sujet particulier traité par nos soins, pareil, hein, n'hésitez pas à le dire. Même si on va pas forcément le sortir la semaine prochaine, il faut le temps aussi de prendre en compte. Et puis on a déjà une liste de sujets qu'on aimerait faire, une liste qui s'allonge chaque semaine, donc ça devrait devenir ça pourrait être du temps plein quoi finalement, clairement. Donc on n'en est pas encore là, mais. Ouais, mais je pense que c'est bien de préciser aussi qu'on fait avec nos moyens du moment. Mais c'est vrai que si jamais on parvient à développer le tout à une échelle qui nous permet, par exemple, de répondre à tous les commentaires. Tu vois, si on arrivait à ce stade-là, on le ferait. Mais c'est vrai que pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Donc, sur ce, je pense qu'on a fait le tour et que on va vous laisser là. Je pense qu'on peut. On va se laisser. Tout le monde tout seul. Merci tout seul de nous avoir écoutés. Ouais, mais merci le mec. C'était toi. Bon, écoutez, à très vite pour un prochain podcast, un prochain article, une prochaine vidéo. Un prochain contenu et voilà et à bientôt. À bientôt. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous avancer. Le truc qu'on dit souvent, c'est à la fin, on dit souvent un truc comme ça. On se répète beaucoup. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. Avancer aveuglément. Bienvenue à Jurassic Park. Ciao. Nous sommes FLR. Au revoir.